Il est 8h59 à Washington. Nous allons commencer dans 1 minute. OK. Bonjour et bienvenue au webinaire Envision sur la préparation, la mise en application et l'évaluation du traitement de masse, les leçons apprises en Haïti, au Bénin et au Burkina Faso. Je suis le docteur Achille Kaboré, conseiller principal pour les maladies tropicales négligées pour le projet Envision à RTI International. Et je serai l'animateur de ce 4e webinaire de la série du programme Envision sur les maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir les docteurs Abdel Direni, Moudachirou Ibikoulé et Roland Bougouman, qui seront nos commentateurs. Nous espérons que vous trouverez les présentations utiles dans votre travail de contrôle et d'élimination des MTN. Diapo. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur le webinaire, vous trouverez au coin droit supérieur de votre écran quelques renseignements techniques pour vous guider. Vous devriez recevoir votre vidéo par l'intermédiaire de votre ordinateur. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez vous connecter par l'intermédiaire d'un téléphone fixe. Le numéro est indiqué sur l'invitation au webinaire. Si vous rencontrez quelques difficultés que ce soit, veuillez utiliser la boîte à conversation que nous vous en informer et nous ferons de notre mieux pour vous aider à les résoudre. Si à n'importe quel moment durant le webinaire, vous aviez des questions à poser à l'un ou l'autre des intervenants, surtout n'hésitez pas à les écrire dans la boîte à conversation et nous ferons de notre mieux pour répondre dans le temps qui nous est imparti. Les diapos et l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles sur le site web de Envision, et aujourd'hui, à la suite de ce webinaire, vous recevrez un lien pour y accéder. Au terme de ce webinaire, nous souhaiterons vous demander de prendre quelques minutes de votre temps pour nous faire part de vos commentaires en utilisant le court questionnaire pour lequel un lien vous sera fourni sur la dernière diapo. Vos commentaires sont très importants pour nous et nous permettront d'ajuster les points qui vous sont les plus utiles dans votre travail pour le contrôle et l'élimination des MTN. Finalement, si vous trouvez ce webinaire bénéfique, vous pouvez toujours trouver les précédents webinaires sur notre site web, y compris un webinaire qui évalue l'étendue des traitements de masse et un autre sur la façon de remplir un dossier de demande conjointe concernant les MTN auprès de l'OMS. Diapo. Laissez-moi vous donner un bref aperçu de ce que c'est que le programme Envision. Envision est un projet de 5 ans financé par l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Nous travaillons en partenariat avec les programmes nationaux de lutte contre les MTN et concernant plus principalement la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases. Diapo. Actuellement, Envision travaille avec les programmes nationaux de 19 pays. Pour plus amples renseignements, veuillez visiter notre site web à www.ntdenvision.org ou suivez-nous sur Twitter à RTFightNTDs. Diapo. Notre premier intervenant est le docteur Abdel Direni. Le docteur Abdel Direni est un conseiller technique pour les MTN chez Envision. Il était récemment chargé de cours à la faculté de santé publique de l'université Emory aux États-Unis et il a précédemment occupé les fonctions de directeur pays à IMA World Health pour le programme MTN en Haïti. Lors de son mandat dans ce pays, il a aidé le programme national à atteindre
100% de couverture et entamer la transition vers l'arrêt des traitements de masse et la mise en place de la surveillance. Notre deuxième intervenant est le docteur Mudashiru Ibikule. Le docteur Mudashiru a fait ses études au Centre de biologie et d'écologie tropicale de l'Université de Perpignan en France. C'est un centre collaborateur de l'OMS pour la recherche en malacologie. Il est titulaire d'un doctorat en parasitologie et actuellement enseignant responsable du département de parasitologie de l'Université d'Abomey au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et en sa qualité d'expert, il a collaboré avec l'Institut de recherche en développement IRD en France sur l'épidémiologie et le contrôle des vecteurs, surtout pour la schistosomiase et les gyroélminthiases. Depuis 2014, le docteur Mudashiru est consultant de RTI et il assiste le ministère de la Santé dans la réalisation de la cartographie, les enquêtes de couverture et d'autres études spécifiques. L'autre troisième intervenant est le monsieur Roland Bougman, qui est technicien supérieur en santé publique et il a plus de 13 ans d'expérience dans la mise en œuvre des programmes d'élimination de la filariose lymphatique au Burkina Faso. Il est le point focal filariose lymphatique au sein du programme national MTN du Burkina Faso. Il a été sollicité depuis 2007 pour fournir son expertise pour la cartographie de la filariose lymphatique et les enquêtes de transmission de la filariose lymphatique. Il est aussi sollicité pour la mise en œuvre des traitements de masse et d'autres enquêtes dans la région africaine. Alors, diapo. Pour commencer, le docteur Direni va nous faire partager son expérience sur l'évaluation des enquêtes sur la transmission de la filariose lymphatique en Haïti. Et ensuite, le docteur Ibikule nous parlera de son expérience au Bénin dans l'évaluation de l'efficacité des outils de communication pour la santé, pour l'éducation et la sensibilisation des communautés aux MTN. Finalement, M. Bougman nous fera part de son expérience au Burkina Faso où il a eu pour mission d'évaluer et d'améliorer la couverture en TDM pour la filariose lymphatique. Après ces trois intervenants, nous prenons le temps de répondre aux questions et recevoir vos observations avant de clore. Nous vous invitons à inscrire vos questions dans la boîte à conversation quand ils surviennent pendant le webinaire. Ceci dit, nous pouvons commencer et je vais maintenant laisser la parole au docteur Direni. Merci Achille pour l'introduction. Bonjour à tous. Comme Achille l'a dit dans son introduction, je suis Antoine Direni, conseiller technique à RTI pour le projet Envision. Je vais partager avec vous les résultats de l'enquête d'évaluation de la transmission en Haïti réalisée en 2015. Et se basant sur les données qu'on aura présentées, on vous fera part de nos considérations par rapport à la question « Avons-nous toujours besoin de 5 tournées de traitement de masse dans tous les districts où la filariose lymphatique est endémique ?» Tout d'abord, je vais vous présenter brièvement les différents bailleurs qui financent ce programme MTN en Haïti, ainsi que les endroits où ils interviennent. En blanc, on a les endroits supportés par l'Université Notre-Dame. En jaune, les endroits financés par le CDC et l'Université Notre-Dame. Et en crème ou beige, qui représente la plus grande majorité du pays, les endroits financés par l'USAID. Le succès du programme MTN en Haïti est pour une large part dû à une collaboration étroite entre les différents partenaires et cela prévient toute duplication. Suivant. Haïti fait partie des 4 pays de l'Amérique où la filariose lymphatique est encore endémique. En termes d'historicité, disons que le programme MTN en Haïti a démarré dans les années 99-2000 avec la cartographie et en fonction du niveau d'endémicité, les communes étaient divisées en plusieurs catégories, comme c'est montré dans le diapo. Les zones à haute endémicité ou zones rouges, où la prévalence était supérieure ou égale à 10%. Les zones à endémicité modérée ou zones bleues, ayant une prévalence comprise entre 5 et 9,9%. Les zones à endémicité faible ou zones vertes, où la prévalence est comprise entre 0,1 et 4,9%.
Et enfin, les zones non endémiques ou zones blanches où la prévalence était nulle. Suivant. Après la cartographie, le traitement de masse a démarré en Haïti en l'année 2000, en priorisant les communes à forte endémicité et à endémicité moyenne. Le TDM doit être implémenté annuellement pendant au moins 5 années, considéré comme la durée de vie reproductive du filaire adulte chez l'homme. Les deux médicaments utilisés en Haïti dans le traitement de masse sont le DEC et l'albendazole. Et progressivement, le programme fut répandu jusqu'à atteindre une couverture nationale en 2012, où plus de 8,7 millions de personnes ont été traitées. Suivant. Ici, sur ce graphique, je vous présente l'évaluation à mi-parcours conduite en Haïti de 2010 à 2014. Comme vous le savez, l'évaluation à mi-parcours est optionnelle. En Haïti, on a jugé bon de le faire dans certaines communes pour avoir une idée de l'efficacité des médicaments. 8 sites ont été choisis pour l'évaluation à mi-parcours. Les résultats présentés en orange sur ce graphique ont démontré une nette réduction de la transmission dans les différents sites, ce qui témoigne de l'efficacité des médicaments. Certains sites ont même affiché 0% de prévalence. Et en dépit du fait de 0% obtenu dans ces sites, la décision a été prise pour entreprendre 2 tournées supplémentaires de TDM, quel que soit le résultat de l'évaluation à mi-parcours, afin de respecter les recommandations de l'OMS. Suivant. Après le 5e tour de TDM, le programme conduit le PRETAS. Les sites sentinelles et les sites de contrôle ont été choisis en fonction de leur prévalence durant la cartographie. Chaque zone rouge ou zone à forte endémicité était considérée comme un site sentinelle. Les sites de contrôle ont été choisis parmi les zones à moyenne ou à faible endémicité. Les résultats des PRETAS présentés dans le tableau à droite de l'écran ont révélé que toutes les communes qui ont eu 0 prévalence lors de l'évaluation à mi-parcours étaient, ainsi que les communes à endémicité modérée ou faible, ont passé le PRETAS. Elles ont été éligibles pour TAS. 2 des 3 communes qui ont été révélées encore fortement endémiques lors de l'évaluation à mi-parcours n'ont pas passé le PRETAS. Et on a fait le suivi, c'est-à-dire remplir le formulaire d'éligibilité pour le TAS, envoie-le au PRG pour approbation et on a conduit finalement le TAS en 2015. Et le programme a décidé de poursuivre dans les communes qui n'ont pas passé le TAS, le TDM pour au moins 2 années. Suivant. L'année dernière, le programme MTN en Haïti a réalisé TAS dans 14 unités d'évaluation formées de 49 unités d'implémentation. L'enquête a été conduite en milieu scolaire. Le cible fut les enfants âgés de 6-7 ans. La taille de l'échantillon ainsi que la valeur seuil ont été déterminés par le Survey Sample Builder ou SSB. Suivant. Les résultats du TAS ont révélé que 11 des 14 unités d'évaluation passent le TAS. Ces résultats ont aussi démontré que toutes les communes à endémicité faible ou modérée passent le TAS. Et les 2 unités d'évaluation soulignées en rouge dans le tableau et qui ont échoué le TAS étaient toutes les 2 fortement endémiques. Suivant. Quand on compare 2 indicateurs, premièrement, la moyenne des ICT des données de base, deuxièmement, la moyenne des couvertures épidémiologiques pour les unités d'évaluation qui passent ou échouent le TAS, nous constatons que les unités d'évaluation qui passent TAS ont une moyenne d'ICT positif égale à 10,5 dans les données de base. Les unités d'évaluation qui échouent TAS ont une moyenne d'ICT positif égale à 32 dans les données de base. Une différence significative par rapport aux unités d'évaluation qui ont réussi ou qui ont échoué TAS en termes de niveau d'endémicité. Quant à la couverture épidémiologique, la différence n'était pas significative entre les unités d'évaluation qui ont échoué TAS et celles qui ont réussi. Suivant. Tenant compte des données que l'on a présentées, voyons voir si nous avons toujours besoin de 5 tournées de traitement de masse. Je ne vais pas répondre à cette question par vrai
ou par faux. Mais si nous portons un regard sur ce tableau, je l'avais projeté tout à l'heure quand j'ai présenté les résultats à mi-parcours, nous pouvons déduire que, s'agissant des communes à forte endémicité, les 3 sont présentés à gauche de l'écran. 5 tours de TDM et même plus sont nécessaires. Mais pour les communes à endémicité modérée ou faible, les 5 tours ne sont pas toujours nécessaires. Sur ce tableau, on peut dire aisément que les communes à endémicité modérée ou faible ont déjà atteint 0 de prévalence après le traitement après le 3e TDM. Suivant. Les résultats que je viens de vous présenter montrent que, se basant sur l'expérience qu'on a faite en Haïti, dans les régions où la prévalence est faible, 2 tours additionnels de traitement de masse ont été effectués en dépit du fait que les résultats à mi-parcours ont révélé une prévalence nulle. C'était fait juste dans le but de suivre à la lettre les recommandations de l'OMS. Dans les régions où la prévalence est très élevée, plus de 5 tours de TDM s'avèrent être nécessaires. Toutefois, quand on doit prendre cette décision, certaines considérations ont été prises en compte quand on pense à la nécessité ou non de 5 tours de traitement de masse. Première considération, c'est le risque de récidive que l'on peut enregistrer si l'on arrête le traitement de masse un peu plus tôt. Deuxième considération, ce sont les données de base, mais aussi le statut épidémiologique des régions avoisinantes. La troisième considération pour répondre à la question si 5 tours de TDM sont nécessaires, c'est par rapport à l'accès d'eau et d'assainissement et le contrôle des vecteurs au niveau du pays, mais aussi au niveau des régions et des communes. Quatrième considération, c'est par rapport à la surveillance après l'arrêt du traitement de masse et à la surveillance transfrontalière. Et finalement, avec la ressource humaine et financière limitée, l'on se disait, doit-on se continuer à faire le plaidoyer pour obtenir des fonds chez des bailleurs pour des régions qui ont une prévalence nulle après déjà 3 TDM? Voilà l'expérience d'Haïti que je voulais partager avec vous et aussi les considérations qu'il faut tenir et qu'il faut prendre en compte quand on aura à décider sur la nécessité des 5 tours de TDM. Je vous remercie. Ok, merci Dr Direni. Il y a déjà quelques questions, mais nous prendrons toutes les questions et vous aurez l'opportunité de répondre à la fin. D'ores et déjà, nous allons passer à la deuxième présentation et j'invite le docteur Moudachirou à faire sa présentation. Merci, docteur Kabouré. Je suis Moudachirou Edikunle de l'Université d'Abou Calavi et collaborateur du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées au Bénin. J'ai le plaisir de vous présenter l'efficacité des outils de communication déployés par ce programme pour sensibiliser, éduquer et informer la population avant et après les TDM. Suivant. La République du Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec une population d'environ 10 millions d'habitants répartis sur 118 000 km² avec 12 départements, 77 communes, plus de 500 arrondissements. Les maladies tropicales négligées sont connues comme un problème de santé publique et depuis 2013, NTN en Vision prend en charge la lutte contre 5 principales maladies, à savoir la filario-lymphatique, l'onchocercose, les géohelminths, le trachome et les schistosomiales suivants. Avant chaque traitement de masse, au niveau de chaque école, il y a une séance de sensibilisation que l'enseignant présente d'abord au niveau des apprenants et au cours de cette séance, le maître présente aux enseignants les différentes étapes des programmes pour éviter les maladies tropicales négligées et comment prendre chaque médicament, pourquoi prendre chaque médicament. Donc, la figure que vous voyez présente un aperçu de cette séance-là dans une école au Bénin. Suivant. Grâce à la cartographie
des 5 maladies dont nous présentons 4 ici, on constate que chacune des 4 maladies est présente dans au moins 50 communes au Bénin. Les populations ciblées pour le traitement de masse varient de 2 millions à 6 millions selon les maladies tropicales négligées. Il faudrait présenter ici immédiatement, informer que les populations n'ont pas les mêmes, les communes n'ont pas les mêmes densités. Suivant. Pour cette étude, il me paraît important de dire pourquoi nous avons mené au Bénin cette étude. Habituellement, les différents programmes déploient les outils, les stratégies sans avoir la possibilité d'évaluer l'efficacité de ces outils. Alors, notre étude a 2 objectifs. Le premier est d'évaluer les connaissances des populations sur grandes maladies tropicales négligées prises en compte par Envision. Et le second est d'évaluer l'efficacité des stratégies et outils déployés par le programme. Pour cette enquête, nous avons sélectionné de façon raisonnée 10 communes parmi les communes concernées par le traitement de masse. Seulement les ménages ont été sélectionnés et les chefs de ménage ont été interviewés et ces ménages ont été sélectionnés au hasard. 2 études ont été menées en 2014 avec 605 personnes enquêtées et en 2015, 1038 suivants. Pour chaque étude, nous avons utilisé les questionnaires et dans chaque questionnaire, nous avons pris en compte 6 paramètres, à savoir les canaux par lesquels le programme avant le traitement de masse, la compréhension des images, les connaissances de la population sur la maladie, les connaissances sur les méthodes et de transmission, les mesures et prévention pour ces maladies et des suggestions suivantes. Alors, nous présentons ici quelques images dont la première montre une séance de formation des agents enquêteurs avant le déploiement sur le terrain. Et nous avons à votre gauche l'interview menée en B, l'interview menée au niveau d'un chef de ménage femme. À votre droite, une interview d'un chef de ménage homme suivant. Au cours des 2 réalisés en 2014 et en 2015 sur effectivement la filario-lymphatique et l'oncocytose, puis après sur la schistosomiase et les gènes, nous avons mentionné et les caractéristiques de cette population se présentent comme suit. Donc, environ 50% de garçons et de filles ont été échoués au cours de chaque enquête et le taux de scolarisation varie de 40 à 60%. 40% sont scolarisés contre 60% non scolarisés. La majeure partie de la population a plus de 18 ans. Suivant. Alors, ces résultats sont récapitulés en 5 points. Donc, 5 points retiennent notre attention. Le premier point est la connaissance sur les signes cliniques des maladies tropicales négligées, les 4 maladies tropicales négligées. De l'analyse, notre étude révèle que les signes cliniques de l'onchocercose, de la filario-lymphatique et de la schistosomiale, qui sont respectivement la cécité, le gros pied et la présence du sang dans les urines et les selles, est bien connue par environ 70% de la population, ce qui n'est pas le cas pour les géo-éléments. Des connaissances sur le mode de transmission des différentes maladies tropicales négligées, notre étude révèle que le mode de transmission de l'onchocercose et de la filario-lymphatique est bien connu des populations. Ce qui est paradoxal au mode de schistosomiase au niveau de la population échantillonnée. Cela révèle certainement d'une histoire
qui existent au niveau du Bénin sur les différents programmes de lutter sur l'onchocercose. Ce programme a déjà révélé plusieurs séances de sensibilisation, ce qui fait que cette maladie est bien connue de la population. Le troisième point que l'étude révèle est lié au mode de traitement et de prévention des différentes maladies tropicales négligées. Alors, les résultats révèlent que 2 MTN, à savoir l'onchocercose et la filariose lymphatique, est bien connue quant au traitement. Et les 2 autres, schistosomiase et les géohelminthiases, n'est pas connue par la population en ce qui concerne les moyens de traitement et de prévention, ce qui nécessite un effort supplémentaire. Le 4e point suivant, le 4e point relatif à l'étude de l'efficacité des différents canaux d'information, des différents outils, l'enquête révèle sur les 8 canaux d'information qui ont été utilisés, à savoir les crières publiques, les posters, les affiches et les dépliants, les informations portées par les télévisions, les radios locales, par les distributeurs communautaires, dans les écoles, par les maîtres. De ces 8 canaux, on constate que 2 sont vraiment efficaces. Il s'agit des radios locales, des informations portées par les radios locales et les crières publiques. À un moindre degré, on retrouve les posters, les dépliants, les distributeurs communautaires et autres. Suivant. Les suggestions ont été apportées par des populations au cours de cette enquête. Parmi ces suggestions, pour améliorer la stratégie de lutte et d'information des populations, elle propose l'accroissement des efforts sur les entretiens par groupe, l'utilisation des leaders religieux lors des cultes, précisément les églises et les mosquées. L'utilisation également plus accentuée des radios, de l'information par les radios locales. Et la révision des posters et des dépliants utilisés parce que pour cette population, il révèle que ces 2 outils sont moins efficaces. Suivant. En conclusion, à partir de notre étude que nous réalisons pour la première fois, évaluer les outils IEC utilisés par un programme lors des traitements de masse, il révèle que les crières publiques et les radios locales sont les canaux les plus efficaces. L'étude suggère également que des efforts doivent être entrepris pour utiliser les leaders religieux dans la sensibilisation et la mobilisation sociale. Le défi final pour atteindre les objectifs fixés par le programme délimité MTN est de voir comment étendre cette activité de lutte dans les communes frontalières, qui sont généralement litigieuses pour le cas du Bénin, notamment les communes litigieuses entre le Bénin et le Nigeria et entre le Bénin et le Burkina Faso. Suivant, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Boudachirou, pour cette excellente présentation. Malgré les petits inconvénients dus à la distance avec le son, mais je pense que cela va s'améliorer pour la présentation à venir. Alors, nous allons prendre notre dernier présentateur qui est le monsieur Roland Bougma, qui va nous parler de son expérience dans la mise en œuvre des TDM au Burkina Faso. Monsieur Roland, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Kaboré. Je suis Bougma Roland, le point focal pour l'élimination de la filariose lymphatique au Burkina. Et je voudrais remercier les organisateurs de ce webinaire et également l'équipe de HPI Burkina qui nous a permis de participer à ce webinaire. Je vais partager avec vous au nom de l'équipe MTN du Burkina notre expérience dans la mise en œuvre des TDM, des traitements de masse pour l'élimination de la filariose lymphatique
Le Burkina Faso, c'est un petit pays qui est situé en Afrique de l'Ouest avec 274 000 km², une population estimée à 18 millions en 2015. Nous avons 13 régions et 70 districts sanitaires et les principales maladies ciblées par les traitements de masse sont la filaire, l'onco, la schisto, le trachome et les vers intestinaux. Il faut reconnaître qu'après l'adoption de la résolution de l'OMS en mai 1997 pour l'élimination de la filariose, le Burkina a conduit la cartographie en 2000 qui a révélé que tous les pays étaient endémiques et tous les points rouges que vous voyez ici sont des prévalences qui sont au-dessus de 10%. Et ces prévalences qui s'étaient variées entre 2 et 74%. Les prévalences microfilariennes les plus élevées étaient à 24%. Et nous avons mis en œuvre les traitements de masse à partir de 2001 avec la mise à l'échelle à 2005. Suivant. Avant la mise en œuvre des campagnes de traitement de masse, nous avons 3 étapes. Avant la campagne, il y a des activités préparatrices, notamment la mobilisation des entrants, l'élaboration des directives, la formation et des différents acteurs. Nous utilisons également des stratégies de distribution qui sont le porte-à-porte ou le champ à champ pendant la saison de pluie. Nous faisons également le traitement le plus spécifique dans leur milieu. Et ce qui est également particulier, c'est qu'en zone urbaine, nous utilisons les agents de santé comme distributeurs. Alors, pendant la campagne de traitement de masse, c'est la mise en œuvre des directives élaborées avec la distribution, la supervision des acteurs et le monitorage journalier des résultats au niveau des centres de santé, le traitement de rattrapage dans les villages qui n'auront pas atteint la couverture escomptée, la recherche des positifs des sites sentinelles à partir de la base du niveau central. Nous faisons la liste des positifs de tous les sites sentinelles et de contrôle que nous envoyons en avance dans chaque région pour que ces personnes soient retraitées et recherchées et traitées. Et nous appliquons la prise supervisée des médicaments qui est partiellement appliquée. Il y a la mobilisation sociale qui se fait avant et pendant la campagne de traitement de masse, avec des plaidoyers, des cérémonies de lancement et des projections de films dans les villages à faible couverture thérapeutique. Suivant. Et après le traitement de masse, nous faisons la situation pour faire le point de traitement administré en suivant ce qu'on a à droite, le niveau, le circuit de l'information qui part du village où nous avons le registre de traitement de masse et des médicaments que le distributeur amène au centre de santé. Et à partir du centre de santé, une synthèse est faite, un rapport papier et les médicaments restants sont acheminés au niveau du district. À partir du district, également, une synthèse est faite et des rapports papier et électroniques et les médicaments sont acheminés au niveau de la direction régionale qui, à son tour, envoie un rapport papier et électronique au niveau du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Alors, pour déterminer les couvertures, nous utilisons les données de l'enquête du recensement national de la population et les couvertures sont établies par village et nous monitorons également les refus et nous suivons les effets indésirables graves. Suivant. Alors, au plan national, les résultats nous ont donné comme couverture thérapeutique ou épidémiologique rapportée de 2001 à 2015, le graphique suivant, qui montre qu'à partir de 2006, où nous avons fait la couverture nationale, on a toujours atteint la barre de 80%. La couverture géographique, quant à elle, est allée en crescendo et actuellement nous sommes en phase de régression. Suivant. En 2015, nous avons traité les personnes dont la répartition donne 52% des personnes traitées qui étaient du sexe féminin et contre 48% qui étaient du sexe masculin. Alors, ces résultats de traitement de masse qui ont été rapportés par les différents acteurs ont toujours été validés par des enquêtes de couverture
Et nous utilisons deux méthodes différentes. La première méthode qui est utilisée, c'est celle qui est réalisée de façon exhaustive dans le site Sentinelle. La deuxième méthode, c'est à l'échelle district, nous utilisons le sondage en grappe avec la méthodologie paire. Et en 2015, nous avons eu une étude comparative qui utilisait la méthode paire, la méthode probabiliste par segmentation et le LQAS. À toutes ces enquêtes, nous ajoutons les enquêtes CAP et les évaluations des effets indésirables. Diapo. Nous avons ici un graphique qui reprend les couvertures enquêtées et rapportées dans les villages ou les sites sentinelles de 2005 à 2013. À ce niveau, nous voyons que toutes les couvertures ont été rapportées, ont été confirmées, à l'exception du village de Saint-Kéry en 2009, où la couverture rapportée était de 62,5%. Sinon, toutes les autres couvertures ont été validées, étaient au-dessus de 65%. Diapo. Ce graphique nous donne la comparaison des couvertures rapportées et observées après enquête selon la méthode de sondage en grappe de 2003 à 2005. Et on voit que dans certains districts comme Kosodo, en 2005, nous avons ici, les couvertures enquêtées sont en deçà des couvertures rapportées. Et là, nous avons ciblé ces villages suite aux rumeurs qui nous ont dit que la campagne était mal organisée dans ces zones. Ça a été un des critères qui nous a guidés vers l'enquête dans ces districts et ça nous a révélé effectivement qu'il y avait des problèmes. Next. Comme je l'ai dit, nous avons ajouté à ces enquêtes de couverture des enquêtes CAP qui nous ont montré un certain nombre d'informations. Et le premier graphique à gauche nous donne une comparaison des canaux de communication entre les enquêtes de 2003 et 2015. En 2003, l'enquête était un milieu urbain. Donc, vous voyez que à ce niveau, la radio et la télévision étaient plus citées qu'en 2015, où l'enquête était un milieu rural. Et l'agent de santé, en 2003, était le principal canal de communication contre le crieur public en 2015. Au niveau du graphique de droite, nous avons la transmission de la fibrose lymphatique. On voit que entre 2003 et 2015, ceux qui n'avaient pas d'information est passé de 61 à 35%. Et ce qui est important, c'est qu'en 2003, il n'y avait que 9% qui avaient cité le moustique comme vecteur de la maladie contre 41 en 2015. Diapo. Nous avons également cherché à comprendre les raisons de non-traitement des personnes éligibles. Et à ce niveau, la principale cause, c'est le manque d'information, suivi de l'absence des personnes qui étaient absentes pendant la campagne et les ruptures de médicaments. Diapo. Nous avons également comparé la fréquence des effets indésirables survenus entre le premier TDM et le dernier TDM intervenu en 2015. Où nous voyons que la proportion des effets indésirables est passée de 37 à 2%. Diapo. Actuellement, quelle est la situation de la transmission de la fibrose lymphatique après l'impact de ces traitements? Aujourd'hui, nous avons 39 districts où le TAS a été réussi et le traitement a arrêté. Et nous avons 31 autres districts où le traitement se poursuit. Diapo. Alors, nous avons des défis et des contraintes, notamment les 31 districts où la prévalence est supérieure à 1% après 6 tours de traitement, avec des causes probables qui sont liées à plusieurs facteurs. Et nous avons également des flux migratoires dans certaines zones du pays, dans l'assiduité des populations au cours des multiples traitements de masse et l'insuffisance de l'application de la prise supervisée et de l'USI. Notre perspective, c'est de continuer la mise en œuvre du traitement dans les districts qui le nécessitent
de renforcer l'IEC, de développer des stratégies complémentaires de distribution. Nous avons eu une revue en août 2015 qui a proposé un certain nombre de stratégies complémentaires pour pouvoir accélérer l'atteinte de l'objectif. Et nous allons procéder également à la validation des données de traitement et conduire les enquêtes d'arrêt de surveillance et mettre en œuvre les activités de surveillance passive. En conclusion, il faut dire que pour la mise en œuvre des TDM au Burkina, les spécificités sont notamment les films que nous projetons dans les villages à faire couverture, le monitorage journalier des données à partir des centres de santé, le traitement des positifs des sites sentinelles et de contrôle et la validation des données rapportées par des enquêtes. Et le TDM a arrêté, comme je l'ai dit, dans 39 districts sur 70. Et dans la majorité des cas, les couvertures rapportées ont été validées par les enquêtes de couverture. Et les enquêtes de couverture également nous ont donné l'opportunité d'ajuster les stratégies, de changer certains messages de sensibilisation, d'adapter les supports IEC et de renforcer la supervision. Et nous pensons qu'avec le soutien des différents partenaires, la mise en œuvre des stratégies additionnelles issues de la revue, cela nous conduira lentement mais sûrement vers l'interruption totale de la transmission de la filaire lymphatique au Burkina Faso. D'abord, je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Bougma, pour cette brillante présentation, surtout pour les détails qui montrent vraiment le succès du programme national contre les maladies tropicales négligées au Burkina Faso. Et je vais aussi profiter pour remercier tous les présentateurs. Nous avons eu la chance d'avoir des experts et des professionnels très expérimentés qui sont rompus à l'art des enquêtes et des traitements de masse pour le contrôle et l'élimination des maladies tropicales négligées. Nous avions un certain nombre d'internautes qui ont posé des questions, principalement au docteur Direni et au docteur Moudachirou. Nous allons continuer à prendre ces questions, mais d'ores et déjà, je vais passer la parole au docteur Direni pour répondre à un certain nombre de questions. Les premières sont celles-ci. Alors, existe-t-il une fiche de pointage qui intègre les données de base? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une fiche de pointage qui intègre les données? Merci Achille pour la question. Oui, effectivement, il y a quelque part où les données sont enregistrées et conservées et traitées. Et c'est grâce à ces données collectées qu'on a pu en quelque sorte prendre les décisions pour continuer avec le projet. Ok, merci. Je pense que cette question aussi peut être adressée aux autres parce que l'internaute a formulé la question en ivermectine, praziquantel et albendazole. Je sais que l'ivermectine n'est pas distribuée en Haïti parce qu'il n'y a pas l'onchocercose. Tu as raison. Mais je pourrais demander aussi au docteur Moudachirou et à M. Roland de s'exprimer sur cette question. Oui, merci, docteur Kaboré. Au Bénin, les fiches existent. Et au niveau de chaque relais communautaire, au niveau de chaque infirmier chef poste, au niveau de chaque point focal au niveau communal, les fiches existent et bien paramétrées. Ce qui permet d'ailleurs de faire le suivi depuis le programme jusqu'au dernier point au niveau des villages. Merci. Merci. Monsieur Bougma, vous avez la parole. Pouvez-vous vous exprimer sur les fiches de pointage? Okay, merci beaucoup. Comme je l'ai dit dans la présentation, pour ce qui concerne le Burkina Faso, pour le traitement de la filariose lymphatique, nous utilisons des registres de traitement qui sont au niveau de formation sanitaire
et utilisé par les distributeurs pendant la période de la campagne. À l'issue de la campagne, il ramène ces registres qui sont conservés au niveau de la formation sanitaire où nous possédons toutes les informations. Pour les autres TDM, c'est des fiches de pointage qui sont du RACOM Cysto. Et pour l'onchocercose également, c'est des registres de traitement qui sont utiles. OK. Merci, Monsieur Bougma, pour cette réponse. La deuxième question, elle a trait au programme de Haïti. Elle est la suivante. Pourquoi la région de plein nord, qui avait 1,2%, a été éligible au TAS? Avez-vous eu l'avis du RPRJ? Merci Achille et aussi merci à la personne qui a posé la question. Effectivement, la région de Plaine du Nord a été approuvée par PRJ en dépit du fait qu'on a eu 1,2% en termes de prévalence, mais peut-être je ne l'avais pas précisé. Au cours du pré-TAS, c'est le ICT contest qu'on a fait. Dans les sites Sentinelle ainsi que les sites de contrôle, c'est ICT test qu'on a fait et non pas MF. C'est pour ça que PRJ a donné son approbation pour le TAS. En fait, comme vous le savez, si c'était pour le MF, la Plaine du Nord ne serait pas qualifiée parce que ça devrait être moins que 1%. Mais comme c'est ICT qu'on a fait, c'est 1,2, c'est bon, c'est moins que 2%. OK. Merci beaucoup, Dr. Déni, pour cette réponse. Vous avez encore une question qui vient du Dr Goïta du Mali. Alors, le Dr Goïta vous salue et il voudrait savoir si les sites Sentinelle étaient choisis auparavant ou pendant le pré-TAS. Ok, merci Dr Goïta pour la question et je profite pour saluer l'équipe du HKI au Mali, particulièrement mon ami Benoît. Et en fait, les sites Sentinelle ont été choisis avant le pré-TAS. Mais c'est seulement les sites de contrôle qui ont été choisis pendant même juste avant le pré-TAS. OK. Merci, Dr Direni, pour cette réponse. Il y a aussi un internaute qui a posé une question concernant l'outil utilisé, l'outil de diagnostic au pré-TAS. Était-il le TAS avec la microfilarémie, MF, ou avec les 4 ICT? Merci encore pour la question. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, dans les pré-TAS, dans les sites Sentinelle, ainsi que les sites de contrôle, c'est ICT qu'on a utilisé et non le MF. OK, merci pour cette clarification, Dr Direni. Alors, il y a maintenant une question, je pense, c'est pour le docteur Moudachiro. Ça concerne les raisons de choix des 10 communes ou 10 districts. Quelles étaient les raisons de choix de ces communes pour faire votre enquête? Oui, merci, Achille. Avant de répondre, je voudrais d'abord préciser l'objectif de l'enquête. C'était de voir là où, dans les communes où le TDM a marché, quelles sont les forces. Là où le TDM n'a pas marché, quelles sont surtout les faiblesses pour pouvoir ajuster lors des prochaines TDM. Donc, ce qui a déterminé le choix, évidemment, ça en résume à partir de là, c'est surtout les observés, le taux de couverture thérapeutique observé lors du TDM. Parce qu'à la fin de chaque TDM, il y a le rapport qui parvient au programme et dans ces rapports, on note clairement les taux de couverture, le taux de couverture géographique, le taux de couverture thérapeutique observé. Donc, les critères de choix fondamental, c'est surtout le bas taux de couverture thérapeutique. Néanmoins, on prend quelques témoins, quelques 2 communes témoins où le TDM a bien marché. Merci.
Merci beaucoup, Dr Mudashiru. Il y a une autre question vous concernant. L'internaute dit ceci: j'ai compris que l'étude a été conduite en 2014 et 2015. L'étude a-t-elle été conduite dans les mêmes zones au cours de ces 2 ans? Ou si oui, je voulais voir les résultats par année. Évidemment, je suis allé. Merci, je suis allé un peu vite. En 2014, l'enquête s'est déroulée dans 10 communes, effectivement, où il y avait l'endémicité de la filariose lymphatique et de l'onchocercose. En 2015, il s'agit des communes endémiques au géo-helminth et à la schisto. À partir de cette réponse, évidemment, les 10 communes ne sont pas identiques en 2014 et en 2015. Donc, ma réponse est non. Ok, merci Dr Mudashiru. La dernière question, je pense, vous concernant, premièrement certainement du même internaute, elle est la suivante. Est-ce que la cécité n'était pas mieux parmi les complications que les signes cliniques de l'onchocercose? Je pense que l'internaute a voulu savoir s'il ne fallait pas prendre la cécité comme étant le signe pour lequel les patients ont plus de facilité à reconnaître que d'autres complications. Oui, l'internaute a raison, mais au Bénin, nous avons les zones de co-endémicité, onchocercose et trachome. Donc, on ne pouvait pas seulement tenir compte de la cécité, parce que le trachome aussi débouche vers la cécité. Donc, il fallait d'autres signes, même si ce n'était pas apparemment facile à faire accepter à la population, il fallait quand même compléter d'autres signes pour analyser les données. Et c'est ce que nous avons fait dans le cadre du Bénin pour séparer les éventuelles confusions entre le trachome et l'onchocercose. Merci. Merci beaucoup, Dr Mudashiru. Il faut préciser aussi que de plus en plus, l'onchocercose, qui était source de cécité pendant des années, n'est plus tellement sujet à des morbidités de telle ampleur. Donc, peu de gens souffrent de la cécité actuellement à cause de l'onchocercose, qui est passé maintenant de la phase de contrôle à la phase d'élimination. Donc, on voit de moins en moins d'aveugles qui sont liés à l'onchocercose. Et comme vous l'avez dit, la confusion avec le trachome aussi, qui est cécitante, peut se faire. Merci beaucoup, docteur Mudashiru, pour cet éclaircissement. Nous avons vraiment un intérêt de beaucoup d'internautes qui continuent à poser des questions. Il y a une question du docteur Mao Fall du Sénégal qui dit ceci: habituellement, les micro-planifications ne prévoient pas de budget pour les activités de rattrapage. Comment est-ce qu'ils arrivent à motiver les agents de santé à continuer le traitement? Bon, cette question est destinée, je pense, à la majeure partie des présentateurs, mais je vais demander au docteur Bougma, qui a une grosse expérience de cette micro-planification, de se prononcer. Ok, merci beaucoup. Je crois que pour le rattrapage, ça fait partie du contrat que les équipes de santé signent avec les distributeurs. Au moment de la préparation, on leur dit, voilà le taux de couverture que vous devez atteindre, le nombre de personnes. Que si vous n'atteignez pas ça, vous devez repartir pour compléter. Et en principe, nous ne donnons pas de ressources additionnelles pour cette activité. Donc, c'est sur la base de contrat qu'on signe de façon tacite avec les distributeurs que cette activité est mise en œuvre. Et généralement, pour eux aussi, c'est comme s'ils ont mal fait le travail. Ils tiennent à reprendre pour rejoindre aussi les autres qui ont atteint les couvertures escomptées. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, M. Bougma, pour cette réponse et cette clarification. Il y a aussi une question, je pense, qui vous est destinée. C'est la classification de l'endémicité faible, modérée, élevée. L'internaute demande comment cette classification s'est faite, sur quelle base?
La classification de l'endémicité en faible, modéré et élevé. Je pense que généralement, je pense que l'Internet comprend que quand on finit la cartographie, dans certains cas, on classe peut-être le district dans endémique, ce qui n'est pas tellement le cas Achille, la flaviose. Je pense que cette question est adressée à moi. C'est pas la schisto et les vers intestinaux qu'on utilise cette classification. Pour la flaviose lymphatique, après l'enquête de cartographie, tous les districts ont une prévalence supérieure à 1% sont éligibles pour les traitements, sont endémiques, sont classés endémiques et doivent être traités. Donc, la classification faible à intensité modérée forte, là, ça, c'est dans la schistole estuaire. Ok, merci, M. Bougma. Et effectivement, quand une zone est déclarée endémique avec une prévalence supérieure à 1%, bon, elle est endémique. Ce n'est pas tellement de classification. La classification existe plus dans la schistosomiase et les géohelminthiases et d'autres maladies tropicales négligées, mais très peu au niveau de la filariose pour les aspects programmatiques. Le docteur Abdel Direni a une réponse aussi, je pense, à cette question. Allez-y, docteur. Oui. En fait, je pensais que la question était adressée à moi-même par le fait que j'ai présenté les 4 catégories d'endémicité forte, modérée, et faible et nulle. Ok. C'était avec les différentes couleurs que j'ai présentées dans la cartographie. En fait, Roland a déjà répondu une partie de la question. C'était bien dans le protocole, même lors de la cartographie, on avait dit que telle prévalence, voilà, on va considérer l'endémicité forte dans cette région, dans ce district, et de telle quantité à X quantité, ce sera modéré, et quand il n'y a pas, quand c'est zéro, on le déclare nul. En fait, c'était justement ça que je voulais ajouter par rapport à ce que on a dit. Merci, docteur Direni. Je pense aussi que la clarification qui devait aussi être faite, surtout pour le programme de Haïti, qui est peut-être un peu différent, le fait que dans cette zone, certaines zones hyper endémiques, c'est-à-dire que la prévalence de base était très élevée, il y a eu certainement par la suite une réduction pas très grande de la prévalence après les 5 tours de traitement. Donc, il y aurait besoin d'une certaine stratégie en fonction de la prévalence de base. Mais effectivement, en fonction bien sûr de l'évolution du programme, il est question souvent d'opérationnaliser cette endémicité pour des raisons programmatiques. Merci, docteur Direni. Il y a aussi une question, je pense, qui est adressée à la présentation sur Haïti. Elle est celle-ci. Qu'est-ce que Haïti a fait pour que les bailleurs acceptent de donner les médicaments pour les communes qui avaient une prévalence de moins de 1% pour la FL? Donc, voilà. Cette question vient du docteur Benoît du Mali. Ok, je salue Benoît. En fait, la cartographie que j'ai présentée, il y avait très peu de districts qui avaient une prévalence de moins que 1%. En fait, tout s'était fait sur une question de plaidoiement. C'était le ministère de la Santé publique qui a décidé de traiter tout le pays, même quand on avait certains districts qui ont une prévalence de moins de 1%. On a tenu compte de la migration de la population, étant donné que c'est une population qui est migratoire, tout le monde se déplace d'un endroit à un autre. Et on s'est dit aussi, étant donné que c'est une maladie à transmission focale, ça peut arriver que là où l'on a trouvé une prévalence nulle, mais dans ce district, il peut y avoir un endroit où la transmission est encore active, étant donné que la majeure partie du pays
était considéré comme endémique et le ministère a décidé de considérer tout le pays endémique et de traiter tout le monde. Avec cette approche-là, les bailleurs, les donneurs, les agences pharmaceutiques qui ont donné les médicaments, ils ont accepté et marché dans cette logique-là. Voilà pourquoi on a pu traiter tout le pays. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce webinaire. Il y a beaucoup de questions. Nous allons prendre deux dernières questions très rapidement et nous allons inviter les internautes à poser des questions plus tard par email pour que on puisse répondre à ces questions. L'une des questions qui vient de Rizeal, Madagascar, du docteur Luciano Andriamaro, est celle-ci. Docteur Mudashiro, à propos des canaux IEC, est-ce que vous avez des perspectives d'utiliser la technologie des SMS téléphoniques? Et pour Roland, il pose la question suivante. La diminution de 37 à 2% de l'EIM, je ne comprends pas très bien. Est-ce par rapport à l'évolution de l'échantillonnage ou autre base? Donc, c'est l'une des questions, l'une des deux questions. Le docteur a beaucoup d'autres questions. Je pense que nous allons prendre d'abord ces deux questions rapidement pour Roland et pour docteur Mudashiro. D'accord. Je peux répondre par rapport au SMS? Oui. Okay. Donc, au Bénin, cette technologie est utilisée, mais juste pour informer du jour et de la programmation de traitement de masse. Donc, les SMS sont envoyés pour préciser la tranche d'âge concernée, le jour où cela va se dérouler et selon les communes et selon les zones d'endémicité. Mais cela n'impacte pas suffisamment de personnes. Quand on sait que la téléphonie n'est pas une chose aisée à tout le monde, il faut non seulement avoir le téléphone, mais aussi il faut que la couverture téléphonique soit aussi acceptable, ce qui n'est pas entièrement le cas partout au Bénin encore. Ok, merci. Oui. Monsieur Roland? Oui, merci beaucoup, notre ami de Madagascar. Je pense que la question a trait à la fréquence des effets indésirables liés au traitement, où nous avons présenté qu'en 2001, nous avions enquêté 2990 personnes et parmi eux, il y avait environ 1110 qui avaient eu des effets mineurs et ça représentait environ 37%. Et en 2015, nous avons enquêté 1110 personnes, soit à peu près la moitié de ce qu'on a enquêté précédemment. Et il n'y avait que 42 personnes du moins qui présentaient des effets indésirables mineurs. Et ça nous donnait environ 2%. C'est pour dire que ce n'est pas le même échantillon, mais deux échantillons pour comparer, l'autre représente la moitié et on a deux par rapport à la moitié de 37, nous sommes autour de 18. Mais c'est pour dire également que c'est l'évolution normale de la mise en œuvre des programmes de traitement de masse avec l'utilisation de l'ivermectine et de l'albendazole. Au début du programme, les effets indésirables mineurs sont nombreux et ça baisse tout au long de la mise en œuvre du programme. Donc ça tend vraiment vers les effets deviennent très rares et c'est ce qui explique cette tendance. Je ne sais pas si la personne est satisfaite de cette réponse. Merci, Monsieur Roland. Il y a beaucoup d'autres questions qui viennent de Madagascar. Je pense que vous aurez l'occasion de les répondre par email. Mais je vais prendre une dernière question. C'est encore adressé au Burkina Faso pour que on puisse clore ce webinaire. C'est la question du docteur Mott Mamadou Omar Traoré du Mali qui dit ceci. Qu'est-ce qu'on entend par zone difficile au Burkina Faso? Qu'est-ce qu'on entend par zone difficile? Vous avez parlé de zone difficile. Je pense que c'est en termes de couverture ou le fait que la prévalence ne baisse pas. Peut-être que c'est dans les zones frontalières, je ne sais pas.
Est-ce que vous avez une réponse à celle-là? Merci beaucoup. Je pense que c'est un certain nombre de districts qui sont logés à la partie sud du pays qui correspond à la période, la zone la mieux arrangée, qui fait frontière avec le Ghana, une partie de la Côte d'Ivoire et du Togo. Et c'est dans ces zones où les prévalences de base étaient les plus élevées du pays et où également, à l'étape actuelle, nous avons des prévalences qui restent toujours un peu supérieures à 1%. Donc la plus élevée, c'est 3%. Alors, ces zones-là, c'est comme on a dit, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette situation, notamment les facteurs environnementaux et climatiques, et bien sûr socio-culturels et autres, et entomologiques certainement. Donc, nous sommes en train de mettre en œuvre un certain nombre de recherches pour essayer de comprendre la situation et d'adapter également à mettre en œuvre des stratégies additionnelles pour accélérer l'arrêt de la transmission dans cette partie du Burkina. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roland, pour cette explication. Nous avons beaucoup de questions. Cela témoigne de l'engouement de ce webinaire, surtout que c'est la première fois que nous faisions ce webinaire en français. Nous allons essayer de répondre à ces questions au fur et à mesure, inviter les internautes à donner leur contact pour que les présentateurs puissent y répondre. Et je voulais vraiment remercier tous les internautes, tous les participants et tous nos talentueux présentateurs qui ont vraiment édifié les programmes MTN de leur capacité à mener des enquêtes de qualité et à donner de leur mieux pour le contrôle et l'élimination des maladies tropicales négligées. Les diapositives et les enregistrements du webinaire seront disponibles sur le site web de Envision à www.ntd.envision. Les enregistrements de ces webinaires, les webinaires précédents aussi sont disponibles. Et nous tenons à recevoir vos observations. Veuillez cliquer sur le lien qui est sur votre écran pour répondre et donner aussi vos observations sur ce webinaire. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée là où vous êtes. Merci. Merci.